En moins de 2 années, un jeune capitaine burkinabé a infligé à Paris une humiliation diplomatique dont ses prédécesseurs n'osaient même pas rêver. Mais ce n'est qu'un prélude, l'ouverture d'un chapitre inédit dans l'histoire du Sahel et de ses relations avec l'Occident. Le chemin parcouru par le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, illustre à quel point le vent de l'histoire peut tourner en un clin d'œil, emportant avec lui des certitudes qui semblaient inébranlables. La France, jadis maîtresse incontestée du Sahel, se retrouve aujourd'hui acculée, contrainte de défendre ses intérêts là où, pendant près de 60 années, elle imposait sa loi. Ce basculement n'est pas sans rappeler d'autres moments historiques où une grande puissance, sûre de son hégémonie, a vu son influence s'éroder sous la pression d'acteurs inattendus. On peut penser à la manière dont l'Empire britannique a dû, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, céder peu à peu ses colonies aux élites locales, ou encore à la façon dont la domination espagnole en Amérique latine s'est effondrée face aux indépendances du XIXe siècle. En un éclair, l'équilibre régional a basculé. Ouagadougou, sous la houlette d'Ibrahim Traoré, âgé de seulement 34 années, a pris le pouvoir, expulsé l'armée française et proclamé une souveraineté que beaucoup jugeaient illusoire. Ce processus n'a pas été linéaire. Il s'est nourri de frustration, de mobilisation populaire et d'une volonté farouche de tourner la page d'un passé marqué par la domination étrangère. Les images de la foule acclamant la junte, de jeunes brandissant des drapeaux burkinabés et russes, sont devenues virales sur les réseaux sociaux, symbolisant une soif de changement inédite. Derrière ce coup de tonnerre, une réalité s'impose. Là où Paris régnait sans partage, la Russie avance désormais avec une audace inédite. Dans l'ombre des drapeaux, ce sont l'or, l'uranium et l'avenir même de la souveraineté africaine qui se jouent. L'édifice postcolonial, patiemment construit par la France pour contrôler les richesses du Sahel, s'effondre sous nos yeux. Cette dynamique rappelle les grandes rivalités de la guerre froide, lorsque l'Afrique était un terrain de jeu pour les ambitions soviétiques et américaines, chacun cherchant à s'attacher la loyauté des nouvelles nations indépendantes. Ce choc de puissance ne se limite pas aux chancelleries, il bouleverse la carte des alliances, menace la stabilité des sociétés ouest-africaines et met en péril la sécurité énergétique européenne. Pour la France, c'est une perte totale d'influence et de ressources qui se dessine. Mais pour les Africains, le rêve de souveraineté pourrait virer au cauchemar si ce nouvel ordre s'accompagne du chaos ou d'une autre forme de domination. On a vu, ailleurs dans le monde, que la liberté politique ne débouche pas toujours sur le développement. Le cas du Zimbabwe, après la fin de la domination britannique, reste un avertissement. Comment un si jeune chef a-t-il réussi ce tour de force géopolitique ? Pour comprendre, il faut revenir aux origines de la rupture et aux failles que Paris n'a pas su voir. Ces failles, elles se sont creusées année après année, nourries par le sentiment d'injustice et d'abandon, par la conviction que le modèle français profitait d'abord à Paris et non à l'Afrique. Durant des décennies, les richesses du Sahel ont irrigué Paris, mais à quel prix pour ceux qui les produisent ? Depuis les lendemains des indépendances, un système postcolonial s'est enraciné au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Contrats miniers inéquitables, accords militaires déséquilibrés, diplomatie verrouillée et francs CFA. Tout semblait fait pour que l'or, le coton, l'uranium et le pouvoir remontent vers la France, bien plus qu'ils ne profitent aux populations locales. À titre d'exemple, au Mali, l'or représente un quart des exportations du pays, mais les recettes fiscales issues de son exploitation sont longtemps restées dérisoires en comparaison des profits rapatriés par les multinationales étrangères. Ce modèle reposait sur une promesse, la stabilité. Paris garantissait la sécurité régionale, notamment à travers des opérations militaires massives comme Barkhane, qui, pendant près d'une décennie, a projeté plusieurs milliers de soldats français dans le Sahel sous prétexte de lutte antiterroriste. En échange, les élites africaines cédaient une grande part du contrôle économique et monétaire, liant leur avenir à celui de la France. Cette stabilité était parfois synonyme de répression sévère contre toute contestation, comme lors des émeutes étudiantes de Ouagadougou en 1971, étouffées avec le soutien tacite de Paris. Mais derrière cette façade d'ordre, la colère couvait. Malgré l'abondance minière, la pauvreté persistait et les inégalités s'accentuaient.
Pour beaucoup, le franc CFA incarnait une tutelle étouffante, freinant les investissements locaux et prolongeant la dépendance à Paris. La jeunesse, privée d'emploi et de perspectives, voyait s'accumuler les richesses, loin de ses quartiers. Dans certains villages du Burkina Faso, les écoles manquent de matériel de base, tandis que les routes menant aux sites miniers sont impeccablement goudronnées pour faciliter l'exportation. Les manifestations anti-françaises, autrefois rares, se sont multipliées dans les capitales ouest-africaines. En 1999, par exemple, une marche de protestation contre la politique monétaire française à Dakar a rassemblé plusieurs milliers de jeunes. La contestation du franc CFA, longtemps réservée à une élite, est devenue un cri de masse. Réseaux sociaux et presse indépendante ont mis au jour la réalité des contrats miniers léonins, signés à Paris, exécutés sur le dos des populations locales. Des enquêtes journalistiques, comme celle du journal Jeune Afrique ou de la radio RFI, ont révélé comment certains accords prévoyaient le rapatriement de plus de la moitié des bénéfices vers l'étranger. Année après année, ce ressentiment a trouvé un écho de plus en plus puissant auprès d'une nouvelle génération de dirigeants. Les slogans pour la souveraineté prenèrent de l'ampleur. Nos ressources, notre avenir. La critique des arrangements sécuritaires et économiques se transformait en volonté de rupture avec une dépendance séculaire. À titre d'illustration, au Niger, le mouvement Tournons la page a mobilisé des milliers de jeunes contre l'exploitation de l'uranium par Areva, réclamant la renégociation complète des contrats. La France, qui croyait garantir la paix, s'est retrouvée sur la défensive, isolée et contestée dans ses fondements. La stabilité tant vantée s'effritait, menacée par des explosions sociales, des putschs militaires et l'arrivée de puissances concurrentes aux méthodes radicalement différentes. Ce phénomène n'est pas propre au Sahel. Dans les années 2010, l'Égypte et la Tunisie ont aussi vu des régimes stables s'effondrer soudainement sous la pression des révoltes populaires. Alors, une question vertigineuse se posait. Sortir de la tutelle française, est-ce ouvrir la porte au chaos ou saisir une chance historique d'émancipation? Pour le Sahel, ce n'était plus un débat abstrait. Il s'agissait de regagner la maîtrise de ses richesses, de choisir ses alliances, de réveiller l'aspiration à la dignité. L'exemple du Ghana, qui, après avoir nationalisé son secteur du cacao dans les années 1960, a connu à la fois des avancées et des crises, illustre la complexité de la quête d'autonomie. Mais ce bouleversement n'est plus théorique. Au Burkina Faso, une rupture spectaculaire vient de s'opérer. Un nouveau pouvoir défie Paris et se tourne vers Moscou, rebattant toutes les cartes. Ce choix, loin d'être isolé, s'inscrit dans une tendance régionale, illustrée par le Mali, le Niger et même la République centrafricaine, qui ont tous amorcé un rapprochement avec la Russie. C'est un séisme politique au Burkina Faso. Les soldats et diplomates français sont expulsés sous les huées pendant que les drapeaux russes envahissent les rues de Ouagadougou. La rupture avec Paris est totale, des décennies de coopération militaire et économique balayées en quelques semaines. C'est un scénario qui rappelle, dans une certaine mesure, la nationalisation du canal de Suez par Nasser en 1956, une décision qui avait bouleversé l'équilibre des puissances en Méditerranée. Dans les mines d'or et d'uranium, le ton est sans appel. Fini les contrats forgés à l'ombre de la colonisation. Désormais, l'État exige la nationalisation ou la renégociation des principaux accords miniers. Le capitaine Ibrahim Traoré, épaulé par la junte nigérienne et la transition malienne du colonel Goïta, veut que les richesses du sous-sol profitent enfin au peuple burkinabé, malien et nigérien, et non plus aux multinationales étrangères. Cette stratégie évoque l'expérience de la Bolivie, qui a nationalisé son secteur gazier au début des années 2000, avec un succès mitigé, mais une affirmation forte de la souveraineté nationale. Les discours officiels se font plus incendiaires. Paris est accusé d'avoir soutenu, voire armé, certains groupes terroristes, pour mieux justifier sa présence et s'approprier les ressources africaines. Les dirigeants de la région dénoncent une prédation organisée, héritée du néocolonialisme et entretenue par des décennies d'accords inégaux. De telles accusations, qui seraient jadis passées sous silence, sont aujourd'hui reprises dans les médias locaux et sur les réseaux sociaux, amplifiant la défiance envers la France. Mais l'éviction de la France laisse un vide aussitôt comblé.
Moscou s'impose comme nouveau partenaire stratégique. Instructeur militaire, diplomate, et dans l'ombre, les paramilitaires russes du groupe Wagner. La Russie promet une assistance sécuritaire immédiate, une protection à l'ONU, et surtout, aucune intervention dans la gouvernance ou les droits humains. Ce mode d'intervention rappelle la politique de la Chine en Afrique, qui mise sur le principe de non-ingérence tout en investissant massivement dans les infrastructures. Ce réalignement ne s'arrête pas aux frontières du Burkina Faso. Le Mali et le Niger suivent le même chemin. Expulsion de l'armée française, révision des accords, rapprochement accéléré avec Moscou. En moins de 2 ans, la façade post-coloniale française s'effondre, remplacée par une influence russe aussi redoutée que fascinante. Certains analystes voient là un nouveau grand jeu, où chaque puissance tente d'assurer sa part du gâteau africain. Pour les populations, l'espoir d'émancipation est réel. Mais les risques sont immenses, instabilité, répression, ou simple transfert de dépendance d'une puissance à une autre. La conquête de la souveraineté s'annonce périlleuse, dans un contexte régional où chaque ressource devient enjeu de pouvoir. Le souvenir de l'Angola, autrefois théâtre de rivalité Est-Ouest, montre que l'arrivée de nouveaux partenaires n'est pas toujours synonyme de prospérité pour les peuples. Mais ce nouveau chapitre s'ouvre sur autant d'incertitudes que de promesses. Les alliances changent, mais la lutte pour le contrôle du Sahel ne fait que commencer. L'histoire regorge d'exemples où la libération d'un joug extérieur a mené à d'autres formes de domination si l'État n'est pas assez fort pour imposer ses propres règles. La promesse d'une souveraineté retrouvée peut-elle devenir une nouvelle chaîne ou ouvrir la porte au chaos? Désormais, la Russie s'impose comme allié privilégié du Burkina Faso et de ses voisins. Mais ce partenaire inattendu peut-il vraiment répondre aux espoirs des peuples sahéliens ou n'offre-t-il qu'un mirage soigneusement entretenu? Sur le terrain, l'efficacité russe séduit. Soutien militaire sans condition, contrat minier conclu en quelques semaines, et discours anti-occidental qui galvanisent des populations épuisées par des décennies de dépendance. Pourtant, derrière cette façade, s'accumulent les zones d'ombre. La Russie porte un lourd passif en matière de droits humains, son économie intérieure vacille, et l'accompagnement social reste absent. Elle promet la sécurité, mais sans garantie de progrès démocratique ni de justice sociale. En Centrafrique, par exemple, la présence russe a permis de reprendre certaines villes aux groupes armés, mais au prix d'une limitation drastique des libertés publiques. Les défis internes, eux, restent entiers. Les Burkinabés, comme leurs voisins maliens et nigériens, réclament bien plus qu'une protection contre les groupes armés. Ils attendent une lutte réelle contre la pauvreté, la corruption et l'impunité. Chaque nouvelle désillusion pourrait déclencher une vague de contestation, faisant basculer les espoirs en colère. L'histoire du Bénin, qui a connu plusieurs changements de régime dans les années 80, montre que l'attente déçue peut vite dégénérer en crise politique. L'arène sahélienne ne compte plus un seul acteur. La Chine, la Turquie et plusieurs pays du Golfe multiplient les offres, investissements, infrastructures, contrats énergétiques. La rivalité devient féroce, transformant le Sahel en terrain d'un bras de fer multipolaire. Mais la stabilité des sociétés locales demeure, pour l'instant, un vœu pieux. À titre d'exemple, au Sénégal, l'arrivée de capitaux turcs dans la construction d'infrastructures n'a pas toujours permis de répondre aux attentes en matière d'emploi local ou de transfert de compétences. La victoire russe reste fragile. Tout dépend de la capacité des nouvelles élites militaires à offrir des résultats concrets. Si la vie quotidienne ne s'améliore pas, si la souveraineté promise reste un slogan, le vent peut tourner brutalement. Les régimes risqueraient alors l'isolement, ou pire, une contestation interne massive. On se souvient qu'en Guinée, la promesse de nationalisation des ressources par Sékou Touré, en 1960, n'a pas suffi à éviter la révolte populaire face à la stagnation économique. À l'ouest, c'est la stupeur. Washington hésite, Paris paraît désemparé, et les capitales européennes peinent à redéfinir leur stratégie. L'Afrique de l'Ouest, trop longtemps considérée comme une arrière-cour, redevient un enjeu brûlant, pour l'énergie européenne comme pour l'image d'un Occident fragilisé sur la scène mondiale. Lors de la récente crise du gaz,
l'Union européenne a pris conscience que la stabilité du Sahel conditionne directement l'approvisionnement de ces industries. Le danger est double. Les Africains pourraient être déçus, voire trahis, par leurs nouveaux protecteurs. L'Europe, elle, risque de perdre un pilier stratégique, ou de voir l'instabilité s'ancrer durablement à ses portes. Les flux migratoires, la menace terroriste, mais aussi la compétition pour les matières premières, pèsent désormais sur chaque décision. Reste une question. Cette rupture portera-t-elle enfin un ordre plus juste et autonome, ou l'histoire se répétera-t-elle, simplement avec de nouveaux acteurs et de nouveaux perdants? L'exemple du Congo, où la manne pétrolière n'a jamais profité à la majorité de la population malgré le départ des anciens colonisateurs, invite à la prudence. Dans ce nouveau paysage incertain, chaque choix semble risqué. Mais le Burkina Faso, lui, avance sans retour possible. Le pari est immense, à la hauteur des attentes soulevées. Derrière les slogans de souveraineté et les drapeaux brandis, une question dérange. Comment la souveraineté africaine peut-elle devenir développement concret, et pour qui? La nationalisation des ressources, comme l'or ou l'uranium du Burkina Faso, fait rêver. Mais l'histoire rappelle, reprendre le contrôle ne suffit pas. Sans gouvernance solide, sans investissement dans la santé, l'agriculture ou l'éducation, la justice sociale reste hors de portée. En Algérie, après l'indépendance, les revenus pétroliers ont permis d'importants progrès dans l'éducation, mais la corruption a fini par freiner le développement. Se replier sur soi ou dénoncer l'Occident ne suffira jamais. Si les revenus miniers ne sont pas gérés avec transparence, si les institutions restent faibles, la déception guettera. Les attentes sont immenses: emploi, sécurité, dignité. Mais la mémoire africaine est marquée de promesses non tenues et de désillusions cuisantes. À Madagascar, la nationalisation de la société pétrolière n'a pas empêché l'explosion des inégalités dans les années 1990. Le défi dépasse les frontières. Chasser la France n'aura d'impact que si les nouveaux partenaires, russes, chinois, turcs, acceptent des conditions strictes. Transfert de technologie, formation locale, fiscalité juste, fin des contrats iniques doivent être exigés. La souveraineté réelle n'est pas de changer de maître, mais d'imposer ses propres règles du jeu. Pour y parvenir, plusieurs étapes sont nécessaires: renforcer l'état de droit, former les cadres locaux, associer la société civile à la gestion des ressources et établir des mécanismes de contrôle citoyen sur les revenus extractifs. Le Burkina Faso expérimente aujourd'hui un pari observé d'Abuja à Alger. Sa réussite, ou son échec, inspirera d'autres nations tentées par la rupture avec les anciennes puissances coloniales. Un succès ouvrirait une ère nouvelle d'indépendance africaine. Un échec, et la méfiance envers toute émancipation radicale s'ancrera. L'exemple du Botswana, qui a su transformer ses diamants en levier de développement, montre que la réussite est possible avec des institutions solides et une gestion transparente. Ce séisme n'épargne pas l'Europe. Sa sécurité énergétique, ses intérêts économiques et sa crédibilité diplomatique sont menacés. Pour l'Occident, c'est le risque d'une perte d'influence irréversible. Mais pour les sociétés africaines, l'enjeu est vital: renouer avec le progrès, ou sombrer dans la pauvreté et la violence. La guerre civile ivoirienne au début des années 2000 a montré à quel point la fragilité de l'État peut tout emporter en quelques mois. Un acteur clé émerge: la jeunesse africaine, sur le continent et dans la diaspora. Par ses choix, ses engagements, sa capacité à défier les États et à imposer de nouveaux rapports avec l'Occident, elle peut transformer la rupture politique en renaissance économique et culturelle. On le voit déjà avec la multiplication de start-up technologiques à Lagos, Nairobi ou Dakar, qui prouvent que le génie africain ne demande qu'à s'exprimer si les conditions sont réunies. Mais au-delà des discours et des symboles, tout se joue désormais sur le terrain. Les premières décisions du pouvoir burkinabé donneront le ton. Que révèle la nouvelle alliance russo-burkinabé dans les faits? Premièrement, le redéploiement de la sécurité dans le pays s'est matérialisé par l'entraînement de nouvelles unités par des instructeurs russes, la livraison de matériel militaire moderne et la création de forces spéciales dédiées à la lutte antiterroriste. Cependant,
Certains observateurs soulignent que ces avancées restent limitées à des zones urbaines, tandis que de vastes régions rurales demeurent hors de contrôle de l'État. Deuxièmement, le gouvernement a lancé un audit complet des contrats miniers. Les sociétés françaises et canadiennes qui exploitaient l'or burkinabé ont dû renégocier leurs accords, sous peine de voir leur permis retiré. Un comité de suivi, composé de représentants de l'État, de la société civile et d'experts internationaux, a été mis en place pour garantir la transparence. Mais la réussite de cette démarche dépendra de la capacité à résister aux pressions, tant internes qu'externes. Troisièmement, le Burkina Faso s'est rapproché de la Russie dans le domaine de l'éducation technique et de la santé. Des bourses d'études et des programmes d'échange ont été mis en place, mais l'impact réel sur la population reste difficile à mesurer à court terme. L'expérience du Vietnam, qui a massivement investi dans l'éducation après la guerre, démontre toutefois que le capital humain est la clé du développement durable. Le Sahel n'appartient plus à personne. Désormais, la question n'est plus de savoir qui impose sa loi, mais qui saura transformer les promesses de rupture en avancées réelles pour les peuples. Cette transformation ne sera possible qu'à plusieurs conditions. Une gouvernance honnête, une participation citoyenne active et une diversification de l'économie au-delà des seules ressources extractives. La France, longtemps maîtresse incontestée de la région, a perdu l'initiative. Ce basculement, initié par le Burkina Faso sous le capitaine Ibrahim Traoré, vient ébranler plus de 60 années d'influence et de domination économique. C'est le signe que la page coloniale, même si elle ne s'est pas encore totalement tournée, est désormais contestée à chaque niveau de la société. Pour la première fois depuis des décennies, les capitales africaines dictent le tempo et choisissent leurs alliés. L'expulsion des militaires français, la nationalisation des ressources, la signature d'accords stratégiques avec la Russie, autant de signaux d'une quête assumée de souveraineté. Mais cette rupture s'accompagne d'incertitudes majeures. L'avenir dépendra de la capacité des dirigeants à transformer cette audace politique en progrès concrets pour leur population. La Russie débarque en partenaire sans condition. Pas de leçon de démocratie, pas d'exigence sur la gouvernance. Moscou promet sécurité, soutien militaire et accès aux matières premières. Une alternative séduisante, mais porteuse de doutes. La Russie tiendra-t-elle ses engagements ou n'est-elle qu'un nouveau visage de la dépendance? Pour les sociétés du Sahel, l'enjeu est vital. Il ne s'agit plus seulement de contrôler l'uranium, l'or ou les infrastructures, mais de savoir si les richesses profiteront enfin aux populations locales. La nationalisation et la redistribution annoncées seront-elles autre chose qu'un slogan? L'avenir du Sahel oscille entre deux pôles. La renaissance, avec une souveraineté réelle au service du plus grand nombre, ou la répétition du passé, où une minorité accapare les ressources et confie le sort national à une puissance étrangère. L'Europe verra sa sécurité, l'Occident sa crédibilité, et le monde entier l'ordre établi remis en question par ce séisme géopolitique. L'histoire retiendra-t-elle ce moment comme l'aube d'une libération ou le début d'illusions renouvelées? Au-delà du départ des soldats français ou de l'arrivée d'experts russes, une seule question compte. Qui, dans ce jeu d'influence, défendra réellement les intérêts des populations? Le Sahel n'est plus le terrain de jeu d'hier, mais un laboratoire politique où chaque choix engage l'avenir de tout un continent. L'audace ne suffira pas. Seul le résultat comptera. L'heure est venue pour les peuples africains de peser sur